Bienvenue les gueux sur le divin podcast du but de savoir. Tout tirer ami pour les faire. Abonne-toi vite et inscris-toi. Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, du premier podcast de trail, de running également, voilà le premier tout court, c'était en 2018, voilà il y a maintenant il y a 7 ans, premier dans la place, comme ça, là. Toujours présent, jamais de pause. De trous. Évidemment, il y en a eu énormément d'autres, en plus que ce simple podcast du mercredi. Depuis 2022, on tourne à 3 par semaine. On était à 2 à partir de 2020. Là, on est passé à 3 par semaine, donc c'est bien évidemment la folie, l'opulence. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Gabriel Ciblac, qui va nous parler de données, de data, à l'heure où vous ne croyez plus en Jésus, mais en votre montre Sunto, si possible bien sûr, mais d'autres marques existent, même si elles sont sans doute beaucoup moins performantes. Donc vous regardez religieusement les chiffres de votre montre, et pour celles et ceux qui sont un petit peu stupides, vous y croyez parfois et dur comme fer, ce qui est toujours un petit peu amusant, mais c'est l'occasion de rire. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Ça fait référence à beaucoup de choses que j'ai faites, et justement sa question émanait d'une interview menée qui avait beaucoup plu, justement sur mon site web. Alors ce lundi, nous avions avec nous en interview, c'était mardi parce que voilà, nous avions Clément Bruchon. À retenir ce nom, Clément, qui nous parlait de sa vision du trail, qui était très intéressante, puisque assez différente des stéréotypes. Voilà, il oscillait vraiment entre deux trucs un peu différents. Et à la fois, ça avait pas l'air si con que ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant et prometteur. C'est le dernier podcast aujourd'hui, avant qu'on démarre le J-45. Et oui, J-30, c'est has-been. On va passer au J-45. Alors, J-30, déjà, j'avais pas de concurrent. Donc, J-45, j'en ai encore moins. C'est-à-dire que je m'éloigne de plus en plus des autres. Je suis sur une planète, tout seul. Et certains me regardent, tendent la main, mais nous sommes beaucoup trop éloignés. Voilà, donc on passe à un J-45, on arrête de rigoler, là. Qu'est-ce que vous allez retrouver là-dedans ? Alors, le mercredi, donc je m'adresse, la majeure partie des gens qui m'écoutent le mercredi sont des gueux standards. Donc le gueux standard a droit à quelques paroles sur les questions des patriotes qui seront en lien avec justement mon objectif. J-45, c'est pour nous amener à l'ultra trail du Chianti. D'ailleurs, ça raconte partout, c'est roulant. Écoutez, quand vous serez en train de marcher dans la dernière bosse, on reviendra sur le c'est roulant. Oui, c'est sûr, c'est pas échappé belle, mais à chaque fois, les mecs, ils te parlent d'un truc comme si c'était hyper facile et tout, puis après, ça randonne, ça sort le sandwich, make obesity great again. Infernal. Donc, j'ai fait un truc un peu différent, oui, parce que j'ai déjà tout prévu. Excusez-moi de travailler aussi plus que certains créateurs de contenu un peu glandeurs. Moi, je me suis dit, J-30, podcast quotidien, c'est vu et revu, enfin uniquement par mois, bien sûr, mais c'est vu et revu. J'ai dit,
il faut un nouveau truc, il faut un nouveau concept. Et je me suis dit, et c'est en lien avec quelque chose que je vais vous présenter aussi plus tard, mais ça arrive dans des années. Je me suis dit, ce J-45, il faut qu'il ait un programme. Vous voyez, pas comme François Bayrou, par exemple, qui passe un peu d'une bite à l'autre, c'est ce qui est sympa quand vous êtes au centre. Il faut qu'il y ait un programme, donc mardi, nous aurons un récap sur ma semaine en cours. Alors, je vais vous expliquer comment articuler ça avec mon emploi du temps. C'est-à-dire que le lundi, comme je réalise ma chronique, c'est-à-dire que je récapitule sur un document tout ce qui s'est passé en trail le week-end dernier, et c'est ce qui me permet d'ajouter des précisions aux chroniqueurs de Le Trail qu'on aime, Nicolas Martin, Mathieu Delpeuch et Alexandre Viol. Lorsqu'ils énoncent les actualités, je peux rajouter ce qu'ils n'ont pas vu. Le lundi, je suis très occupé à cause de ça, et j'ai même d'ailleurs quasiment pas le temps de faire du sport, parfois 1 heure, mais c'est voilà. Ce podcast interviendra le mardi après-midi, qui est mon petit temps de détente, ou de travail en fait. Il n'y a malheureusement pas de détente dans mon emploi du temps, c'est beaucoup trop gai. Le mardi après-midi. Je vais donc le dédier à la réalisation d'un podcast qui vous présente la semaine. Qu'est-ce que je vais faire, pourquoi, etc. Alors à la limite, on aura juste vu passer l'entraînement du mardi matin. Mais après, il y a celui du mardi soir, des autres jours de la semaine, etc. Donc le mardi, on fait une petite présentation. On mettra aussi un peu d'actu, bien sûr. Ça, c'est le plat principal, mais après, vous avez les amuse-bouches qui seront un peu autour. On parlera de Stian Angermund. Alors ça, on va en parler tout de suite. Le mercredi, bah voilà, amigueux, écoutez, vous aurez des miettes, voilà, je jette un peu les miettes aux pigeons comme ça, là, tiens, allez, hop, attends, putain, ils se jettent tous dessus. Avec la question de certains patriotes que je sélectionnerai suivant le degré d'intelligence. Et le vendredi sera l'occasion de faire un point par rapport à la course, par rapport aux spécificités de la course. Et ça, c'est très intéressant, puisque la majorité des gens sont des débiles, bon ça, évidemment, mais la majorité des gens ne comprennent pas, en fait, qu'un objet n'est ni bien ni mal, c'est simplement un outil. Par exemple, quand on vous dit est-ce que le cross, c'est bien pour la préparation de sa saison de trail ? En fait, cette phrase est une question stupide qui ne veut rien dire, parce que la saison de trail déjà n'a aucune définition structurelle et tangible, donc vous ne pouvez pas, pour un but non défini, proposer un chemin. D'impossible. Je veux aller au nord. Oui, enfin, il y a quand même plusieurs routes. Bref. Donc, le vendredi, on parlera de la spécificité de la course pour le Chianti. Justement en essayant de ne pas tomber dans le... Ah, c'est roulant, Ah, ta gueule. L'éco-trail de Paris, c'est roulant. Je l'ai fait quasiment à 14 de moyenne l'an passé. Étonnamment, on n'était pas 50, tu vois, j'étais 3ème. Y en a, ils ont mis 6 heures de plus que moi, et ils étaient là sur les réseaux sociaux. C'est roulant. Ouais, bah alors pourquoi tu marches? Pourquoi t'avances pas alors si c'est roulant? Hein? Ah bah tiens, ça vu, c'est moins roulant que prévu, hein, t'as vu? Peut-être t'es pas assez gros pour rouler, peut-être. Ah là là. Et le dimanche, donc vous aurez 4 épisodes dans la semaine. En fait, il sera pas si quotidien que ça. Vous aurez 4 épisodes dans la semaine. Et le dimanche, on fera un bilan. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai validé ma semaine? Est-ce que j'en ai rajouté? Est-ce que j'en ai enlevé un petit peu? Est-ce qu'il y a eu des doutes, des tracas, des blessures? Quelle direction ça prend par rapport aux semaines passées? Quels sont éventuellement les projets sur les semaines futures? Voilà, le dimanche, il y aura un bilan. Ça sera assez chiffré, hein, vous voyez, ça va. On va aller chercher loin. On va aller chercher vraiment plus l'entraînement. Voilà, on va regarder pas mal de paramètres sur Nolio, là où je pose mes entraînements, tout ça. Donc voilà.
voilà le programme du J-45, et bah écoutez, c'est un signe de Dieu. Le J-45 commence mercredi prochain. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, préparez-vous. Allez, autre chose, une bonne nouvelle. Je l'attendais depuis longtemps. Ah, ça coinçait un peu, les commandes se bousculaient au portillon, c'était délicat. Ça y est, le nouveau t-shirt, alors nouveau de par la matière et la coupe, puisque l'entreprise Caprin n'existant plus, le Duc a dû se débrouiller seul face à l'adversité, en traitant directement avec un atelier, etc. Donc ça va changer un petit peu, mais le design reste évidemment le même. Bref. Et nous aurons aussi des manches longues. D'accord, des petits pulls, quoi. Ça y est, le patron est dessiné et validé sur le document, qui va aller dans les machines pour l'atelier. Et donc maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à appuyer sur play. Et je crois que la réalisation, c'est entre 1 et 2 mois. Voilà. Donc, ça avance. Les casquettes Made in France, on m'a dit que c'est impossible, que ça n'existait pas. Voilà, je vous les sors. Elles arrivent, elles me seront postées demain. Voilà, le colis part demain. Forcément, il vient du Nord. Et écoutez, demain jeudi, donc c'est Chronopost. Allez, vendredi, samedi, il est dans mes mains. Donc je vais vous mettre ce délicieux produit en vente et vive le Made in France. Ça fait plaisir de voir que finalement c'est possible. Évidemment, il y a beaucoup de limites, mais quand on veut, on peut, et c'est déjà bien d'en faire un petit peu. Après, il y a un petit peu de questions à se poser, parce que forcément, c'est des métiers, quand vous êtes là en train de tisser toute la journée, ou de surveiller une machine semi-automatique, c'est peut-être aussi des métiers qui font pas forcément envie. Et donc, étant donné qu'on est tous des énormes racistes, si, vous êtes des énormes racistes, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes racistes. Et vous voyez la face sans doute en disant que le RN est méchant, mais les métiers difficiles, vous les laissez aux autres. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de souffrir, mais vous estimez que l'autre peut souffrir à votre place. C'est-à-dire que je ne veux pas être couturière, mais je ne vois aucun problème à utiliser la population chinoise ou asiatique, parce qu'en fait c'est même rarement fait en Chine, plutôt d'autres pays. Je préfère utiliser la pauvreté, une certaine pauvreté dans la population asiatique pour qu'ils réalisent mes vêtements, puisque moi, français, je ne veux pas avoir de métier difficile. Ouais, je sais, ça fait mal, hein. Ouais, mais non, mais tu fais marketing, ouais, c'est gay. Voilà. Enfin, c'est... Après, quelque part, c'est bien. On évolue, on arrête de faire des trucs débiles. C'est comme la robotisation, l'automatisation d'usines. Mais c'est vrai que des fois, certains humains ne veulent pas rester. Bon, bien sûr, on les comprend. Mais vous voyez un peu le processus. Pourquoi la mondialisation a eu lieu très vite. C'était quand même très sympa, quoi. Et puis évidemment, après, on peut parler du coût de la main-d'œuvre. Mais... Bref, ça y est, c'est déjà parti un peu en couille. Petit aparté pour vous dire que les casquettes, écoutez, vendredi, samedi, elles seront chez moi. Le tissu sera différent de ce que j'avais proposé avant. Donc là, ce sera encore un peu plus adapté au sport, j'ai envie de dire. Plus fin, vous aurez une tête un peu moins ronde avec, peut-être plus sympa après. Voilà, les goûts, les couleurs, c'est vrai que ça dépend vraiment de tout un chacun. Donc, écoutez, il y en a à qui ça fera plaisir, d'autres non. Voilà, de toute manière, il y en a que 100, il n'y en a pas non plus 3000. Donc, ça va être sympa. Ça va être très sympa. Et qu'est-ce qui arrive aussi, c'est des bandeaux avec des designs un peu différents, où on parle plus forcément uniquement du Carmi, mais peut-être le trail en général.
Les t-shirts, des t-shirts coton, avec des designs très drôles, parfois un petit peu tatillon, voilà, c'est ça qu'on aime aussi. Les pulls à capuche pour la pré-course, bien sûr, tout cela réalisé sur sol français, donc magnifique. Ça c'est pas pour tout de suite quand même. Voilà, écoutez, beaucoup de bonnes nouvelles, ça fait plaisir, ça se met en place gentiment. Alors évidemment, moi j'aimerais bien que tout aille très très vite, mais c'est pas grave, ça avance tout de même. D'un point de vue speaker, écoutez, la semaine dernière j'étais au trail blanc du Semnoz, 849 finishers sur une seule course de 11,5 km. Très sympa, très sympa, deuxième année de présence. Et je serai ce dimanche, sur l'épreuve de ski nordique de la Savoyarde, donc sur le plateau de Savoie-Grand-Revard. J'y suis allé en 2018, 2019, 2020, 2021 ils n'avaient pas le droit, 2022, 2023, 2024 et donc 2025, 7ème année de présence. Voilà. Alors là, ils ont un peu séparé les courses, donc dimanche, c'est vraiment que le ski nordique, le biathlon aura lieu un peu plus tard. Et vu que la neige est un petit peu retombée, je crois qu'ils ont pris 2 fois 20 cm là, dans les 48 dernières heures. C'est très précis, ils mesurent avec leur pénis. Eh bien, les conditions devraient être vraiment très sympas. Voilà, pour les puristes, je crois même que le plateau sud a été retracé. Enfin, pas pour la course, hein, évidemment, mais voilà, bonne condition là, ça fait plaisir. J'avais une question à laquelle je ne pourrais pas répondre étant donné que je n'y connais rien, je vous la partage si certains ont des idées. C'était une question de Fabien Leclerc qui s'interrogeait sur le lait concentré sucré. Puisque c'est un produit que vous trouvez sous forme de tube, et donc vous comprenez l'idée de Fabien, c'est que vous pouvez l'emmener sur vous quand vous partez courir. Puisque dedans, vous avez pas mal de glucides, et vous avez aussi pas mal de protéines, et puis un petit peu de lipides. On pourrait se dire, mais quel magnifique aliment à emmener sur nous lors de nos trails, là. Puisque nous sommes des trailers, tu comprends. Eh bien, je ne sais pas. Je pense que, pour pas mal de monde, la tolérance doit être quand même... pas ouf. Moi, je sais que je n'aurais pas de problème particulier à le manger. J'imagine manger ça quand il y a les températures un peu froides. L'été, je ne me vois pas du tout avaler un truc de lait concentré, là. Voilà. Est-ce que certains ont sauté le pas et ont essayé, ou vous êtes tous comme Fabien à vous poser la question? N'hésitez pas à mettre un commentaire, je sais pas où, quelque part où on le verra. Voilà. Et puis avant de démarrer ce podcast, je vais essayer de pas être trop long quand même. Vous avez pris une intro de 45 minutes la semaine dernière. Mais vous aimez ça quelque part, hein, c'est comme le BDSM, on y revient. Un petit point Stian Angermund, parce que voilà, Stian Angermund, qui a sans doute fait des études de théâtre. Je sais pas si vous vous rendez compte de la théâtralisation de l'affaire. C'est-à-dire que le point juridique, c'est que la personne a enfreint un règlement, elle a subi une sanction par rapport à... Merde, comment on dit par rapport à sa faute, quoi, voilà. Faute numéro 1, sanction numéro 1. Et cette personne s'est débattue le plus possible pour faire annuler sa faute. Elle n'y est pas arrivée, mais à force de gesticulation, au lieu d'être suspendu 24 mois, Stian Angermund est suspendu 16 mois. Voilà. Et il fait des vidéos dans lesquelles il pleure, il vous explique que sa vie est extrêmement difficile. Voilà. Bon, c'est déjà amusant que certains y croient. Mais il faut pas oublier que Stian Angermund, pour
clamer son innocence, s'est servi d'un avocat spécialisé justement là-dedans, dans les affaires de dopage, qui est un Américain. Donc vous avez Stian qui vit géographiquement en Norvège, et qui passe un coup de fil au meilleur spécialiste des affaires de dopage du point de vue de la défense des victimes, parce que l'avocat peut défendre plusieurs... il peut défendre aussi un agresseur ou une victime. Enfin, du coup, là, il n'y a pas vraiment d'agresseur, mais... si, ce serait l'AFLD, remarqué. Bref. Et donc, ce spécialiste est un Américain qui vit aux États-Unis. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on embauche le meilleur spécialiste parce qu'on veut absolument s'en sortir. Déjà, il doit pas être malheureux parce que pour embaucher ce genre de personnage, il faut certains moyens financiers. Bref. Et malgré qu'il est dans son jeu de cartes le meilleur avocat pour ce cas de figure, il n'est pas arrivé à faire annuler la sanction. Il est arrivé à diminuer sa sanction de 8 mois. Parce que, il y a eu une reconnaissance de certains doutes sur certaines choses, mais si la sanction a été gardée à 16 mois, c'est bien qu'il y a une raison. D'accord ? Et en fait, l'AFLD ne passe pas son temps à faire des vidéos ou des podcasts pour expliquer leur jugement. L'AFLD est une agence, c'est l'agence française de lutte contre le dopage. Chaque année, son budget est réduit. Chaque année, la lutte contre le dopage réduit. De temps en temps, on arrive à trouver un mec qui a joué un petit peu avec le timing, parce qu'on attrape toujours un tricheur parce qu'il est gourmand dans le timing, vous savez. C'est comme vous passez votre permis et un mois plus tard, vous grillez un stop. Vous êtes traumatisé, vous tremblez, vous vous dites putain mais si un flic m'a vu, c'est même limite si vous pissez pas dessus et vous endormez pas de la nuit. Et puis un an plus tard, vous prenez le volant, vous envoyez des SMS, vous grillez des stops, en ville au lieu de rouler à 30, on est à 60 km/h, voilà, c'est bon quoi. Donc en fait, en rendant banal un petit délit, vous devenez de plus en plus gourmand et vous faites des délits de plus en plus grands. Alors après évidemment tout le monde a une certaine limite, mais le tricheur c'est pareil. Le tricheur au début suit des protocoles pour se doper. Donc ce qui marche c'est le PO. Vous prenez des doses de PO, des microdoses, enfin ce que vous voulez, de toute façon vous payez un médecin pour qu'il vous fignole tout ça, c'est comme un plan d'entraînement sauf que là il y a des piqûres. Enfin voilà, il y a une méthode d'administration. Et vous prenez des diurétiques pour faire évaporer cette PO plus rapidement. Et vous respectez les timings préconisés par le médecin. Vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, vous voyez que vous avez tellement d'améliorations grâce à cette PO que vous vous dites, mais putain, il me fait chier le médecin avec ses timings, vas-y, je vais grignoter 3 jours, je vais grignoter une semaine, etc., etc. Et à force de grignoter, il arrive le moment fatidique où vous subissez le contrôle, pile au moment où vous avez grignoté un petit peu sur le protocole. Et donc, à ce moment-là, il vous reste des doses infinitésimales dans le sang. Et donc, vous, comme vous êtes une ordure, vous clamez haut et fort votre innocence en disant « Mais regardez, cette dose est infinitésimale, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse avec ça ?» Et le grand public, vu qu'il est composé majoritairement d'imbéciles, eh bien il gobe. Voilà. Le grand public dit « Ah bah oui, c'est vrai, c'est des toutes petites doses, ouais, il a raison, en plus il est sympathique. Il a mis une photo avec ses enfants, vous avez vu ? Quand même quelqu'un de sympa. En plus il a un chien. Alors si l'athlète a un chien, c'est point Godwin. » Voilà, donc on a eu en tennis les deux meilleurs mondiaux, hommes et femmes, la parité a été égalée, hommes et femmes, affaire de dopage, magnifique. Et évidemment, quand on les écoute, c'est pas leur faute. En fait, la personne qui triche, tu la prends la main dans le sac, c'est jamais sa faute. Mais jamais, jamais. Alors il y a que Didier Zago qui avait avoué. On attend toujours le réseau, le truc, le machin, on aimerait qu'il parle un jour ou l'autre. Enfin, qui parle à tout le monde, pas uniquement à la FLD ou à je sais pas quoi. En fait, faut... Enfin, admettons. Admettons, je me dope. Je sombre dans le truc, je commence à payer un peu un médecin pour organiser tout ça correctement. Je rencontre un peu des gens du milieu, etc. Puis un jour, je tombe. Ah, mais là, j'entraîne tout le monde avec moi.
Mais tout le monde. Le mec qui a commandé avec son adresse postale les produits, le médecin, tout le monde, tout. Allez, je balance tout. Je fais des posts Instagram, je balance les noms, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone, tout le monde. Everybody. Bref. Donc évidemment, je suis pas sûr à 100% que la situation se déroule comme ça, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut être face à quelqu'un qui a joué avec le timing, qui a joué un peu trop, et qui s'est fait prendre sur une toute petite erreur de gourmandise en fait, d'habitude, et qui du coup en paye le prix fort, non, le prix juste. Mais voilà, donc son podcast avec Dylan Bowman est évidemment grotesque. Vous imaginez quelqu'un qui va en prison et on fait un podcast, enfin il clame son innocence. D'ailleurs, la majeure partie des gens qui vont en prison clament haut et fort leur innocence au jugement pour prendre les peines les moins hautes possibles. Et des fois ils se retrouvent quand même en prison. Et en fait, le plus possible, tu clames ton innocence jusqu'au bout. T'essayes toujours de gratter, tu vois, tu grattes. Et là, il a gratté, il a réussi à gagner 8 mois, tu vois. Il a gratté de 24 mois à 16 mois. Bon, après, c'est la France, c'est laxiste, mais... Avec quelqu'un qui a une condamnation en France, putain, faut qu'il ait déjà fait une sacrée connerie, quand même. Faut y aller, quoi. Être condamné en France, putain, c'est... Faut être une brute, hein. Donc... Dylan Bowman, c'est quelqu'un qui fait un podcast, donc qui a besoin de publicité en fait. Il a besoin de clics, il a besoin de likes, il a besoin d'écoute, puisque son podcast est sponsorisé. Et d'ailleurs, Dylan ne regarde pas trop qui le sponsorise. Il s'est affiché avec une marque qui vend des cétones. C'est quand même quelque chose qui est interdit dans certaines équipes cyclistes. Pas UAE et Jumbo. Mais vous avez les équipes qui adhèrent au MPCC, Mouvement pour un cyclisme crédible, qui ont une charte, et sur la charte, l'utilisation des cétones est interdite. Et Dylan Bowman est quelqu'un qui fait sponsoriser son podcast par une marque de cétones. Donc quand votre podcast est sponsorisé, si vous voulez gagner plus d'argent, il faut que vous ayez plus de likes, plus de followers, plus de tout, plus de visibilité. Et donc, vous invitez... Voilà, faut juste que le thème reste plus ou moins cohérent pour pas perdre son auditoire. Mais du coup, vous invitez un peu tout le monde. Et surtout, quand vous invitez quelqu'un, vous lui caressez vraiment bien les testicules. Vous allez pas l'engueuler, en fait. Sinon, le mec se barre. Après, il refuse que vous publiez le podcast et vous l'avez dans le cul. Donc, ce que vous faites quand quelqu'un vient, vraiment, vous le brossez dans le sens du poil. Et c'est ça l'interview de Stian Angermoon par Dylan Bowman. C'est... J'invite quelqu'un pour faire énormément de clics sur mon podcast. Je le mets en confiance. Et surtout, je ne rentre jamais en contradiction avec lui pour qu'il prenne du plaisir, qu'il m'autorise à le publier, qu'il m'autorise à utiliser son nom pour me faire de la publicité afin que derrière, des sponsors de plus en plus gros viennent sponsoriser mon podcast et que j'augmente mes revenus tous les mois. Voilà. Peut-être qu'il fait ça parce qu'il est philanthrope, c'est une autre possibilité. Mais la première possibilité que je viens de vous expliquer n'est que très rarement envisagée, donc j'avais envie de vous la partager, même si, une fois encore, c'est une proposition que je fais, je n'en suis pas sûr, peut-être que moi-même je n'y crois pas vraiment, mais je vous expose une narration un petit peu différente de tous les susboules qu'on voit dans les médias, parce que beaucoup pratiquent le suçage de boule pour continuer à avoir plein de copains, machin, truc et tout. Donc il faut à un moment donné que celui qui a lancé les podcasts en running, expose aussi quelques scénarios un petit peu différents. Il est peut-être différent, et oui. Ok ? Bon, ça c'est fait. Voilà. N'hésitez pas à lui partager, si vous le connaissez, j'en ai absolument rien à faire. Je suis de toute manière relativement intouchable. Voilà. Pourra peut-être éventuellement bouder, mais si vous êtes malin, vous avez vu qu'à quelques moments, j'ai utilisé le conditionnel, ce qui fait que ce n'est pas une affirmation, mais une supposition. Nous sommes donc dans
dans le domaine de la réflexion et non pas de l'affirmation, ce qui change énormément de choses le jour où vous avez une personne qui vous embête. La question, Gabriel Ciblac, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom, je pense que oui, pas trop de pièges. Alors, Gabriel réagissait un petit peu à l'interview que j'ai fait de Joseph Mestralet. Alors, qui est Joseph ? Eh bien, Joseph est quelqu'un de tout à fait sympathique, un petit peu geek, qui est data scientist, devenu, bah oui, il est devenu forcément, il n'est pas né comme ça, mais Joseph travaille donc avec des sportifs pour emmagasiner un maximum de données via évidemment un maximum de capteurs, et en gros, il a été connu pour avoir réalisé le plan de course, heure par heure, enfin, les temps de passage de certains athlètes sur l'UTMB. Donc j'avais fait un audio avec lui sur mon site web, www.duc-army.fr. Et l'interview dure à peu près 1h30, c'est vrai que j'avais été pas mal félicité à l'époque, beaucoup avaient trouvé que c'était ma meilleure interview, alors c'est marrant, des fois je n'ai pas tout à fait le même jugement que le public, mais écoutez, ça vous a plu, c'est le principal. Donc celles et ceux qui ne l'ont pas entendu, je pense que c'est dans la rubrique l'émancipation du vendredi, je pense. Bon, vous pouvez chercher, même si vous cherchez à partir de rien, en 5 minutes de chrono, vous avez trouvé. Alors, quelle était la question de Gabriel par rapport à ce data scientist ? Hello, cher Duc, je me permets de te faire une missive, car je fais partie des saligotes parisiens de banlieue, ne déconnons pas, à ne pas s'être manifesté dans le calendrier. Et oui, parce que donc pour les gens qui sont abonnés au site, là, les patriotes, je choisis de garder ce terme patriote parce que ça permet de toujours comprendre d'où on vient, et c'est quelque chose qu'on a utilisé pendant 4 ans, donc je ne vois pas l'intérêt de changer, on ne va pas changer tous les matins, donc je reviens au terme patriote. Et en fait, Gabriel ne s'était pas inscrit dans le calendrier, et je n'avais du coup pas pu le citer sur ma chronique du lundi, parce que je cite tous les faits sportifs qui ont lieu le week-end en trail, et j'en profite également pour citer les accomplissements de nos chers patriotes. Voilà pour l'explication pour les gueux. On s'est croisés à la fin de ma course, le 45 km que j'ai terminé en plus de 7 heures, ce qui fait que Gabriel, il y avait 10 heures pour le faire. Attendez, non, il y avait moins de 10 heures, il y avait 8 heures pour le faire. Ah, c'est vrai que les barrières, elles étaient quand même coquines, hein. Parce qu'il y a 2000 mètres de dénivelé. Enfin bref. Ouais, on va dire qu'il était plus ou moins au milieu du peloton. Sur un rythme de bon gueux qui se respecte, et je voulais te remercier d'avoir pris 5 minutes pour discuter, sachant que je ne sais toujours pas qui entre toi et moi était le plus défoncé. Alors effectivement, le trail des 40 bosses, j'anime de 16h à 17h en gros. Mais pas de la même journée. Donc ça fait 25 heures. Voilà. Vous regarderez si c'est possible dans le code du travail. Je m'étais dit que si je te croisais, j'en profiterais pour te remercier de vive voix pour ton travail et ta fraîcheur. Alors la fraîcheur était un peu moins présente, mais c'est vrai que c'était sympa. J'avais même prévu un petit commentaire sur ta manière d'encaisser l'abandon à l'UTMB. Ouais, tragique. Vraiment tragique. Et de partager ce que tu en retires au-delà du sport. C'est vrai. Ça fait vraiment con de dire ça, mais il y a eu quelques apprentissages. Mais bon, ma gueule enfarinée, mes jambes achevées et mon cerveau cramé en sont restés à des banalités, et mon tendon d'Achille, oui, voilà, tu avais bobo, c'est normal, 45 km, ça fait mal. Bref, merci pour ce que tu apportes, fond et forme, et ben je te remercie à ton tour, Gabriel, puisqu'en mettant une pièce dans la machine, tu l'as fait avancer. Voilà, c'est un travail de fourmi, et tu en fais partie. Si t'es en rate de questions pour ton podcast, donc c'est là que ça arrive, je suis curieux de connaître ton débrief sur l'approche de Joseph Mestralet. Pas sur le garçon en lui-même évidemment, mais plutôt comment tu vois l'arrivée de ce genre de dynamique très centrée sur la data. Alors oui, c'est d'ailleurs complètement centré sur la data. Au-delà de l'évident,
C'est la professionnalisation, ma petite dame. Donc ça, évidemment, c'est tous les titres complètement nuls qui servent à rien. Quand vous avez ça, vous savez que le contenu est vide derrière. Est-ce que tu penses que ça va prendre dans le trail ? Y vois-tu quelque chose qui va radicalement, n'est-ce pas, changer l'approche du sport ? Jamais très bon, la radicalité, attention. Management des teams, performance des athlètes, fin du romantisme. Bref, la vision du duc, quoi. Allez, salutations et bon courage pour la prépa du Chianti, signé Gabriel. Et il y a aussi son numéro de téléphone, mais je ne pense pas que ça vous intéresse. Pourquoi il a mis son numéro de téléphone ? Bon, c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce que j'avais prévu là-dessus ? Déjà, Gabriel, si tu as bien écouté l'interview de Joseph, tu as vu qu'il donne, évidemment, on a parlé de l'exemple de la personne qui a réussi à l'UTMB, mais à un moment donné, on est revenu aussi sur l'exemple de la personne qui a foiré à l'UTMB. Donc, ça n'est pas infaillible. Et pourquoi ça n'est pas infaillible ? Parce que l'athlète reste malheureusement un humain, et il subit parfois ces pulsions qui font qu'il ne respecte pas le plan établi. L'athlète doit vraiment épouser le processus du début à la fin, d'autant plus que dans l'interview, alors je ne vais pas non plus complètement vous la décrire, mais dans l'interview, on ne parle pas de quelqu'un qui regarde ton Strava et qui te dit les temps de passage sur l'UTMB. On parle de quelqu'un qui dialogue avec toi toute l'année à propos de tes sensations dans tout un tas de situations et qui te force parfois à courir avec énormément de capteurs, un peu partout, et donc à enregistrer les données, transférer les données à Joseph, s'appeler, discuter des données, etc., etc. On parle donc d'une contrainte. Ça, c'est un problème pour l'athlète élite, puisque l'athlète élite, aujourd'hui, est quelqu'un qui réclame sans arrêt du pognon pour, globalement, assouvir sa soif de loisir. Alors, de temps en temps, il court un petit peu vite, ce qui fait qu'on a encore envie de lui donner du pognon, mais le mot contrainte est quand même très souvent abandonné ou galvaudé pour les plus malhonnêtes. La contrainte n'est que rarement très présente dans l'emploi du temps de l'athlète élite. Vous le voyez, il ne fait en général que se plaindre que les influenceurs communiquent mieux que lui. C'est normal. C'est normal si tu t'y intéresses pas. Et si t'es en train de glander non-stop, oui, il y a quelqu'un qui bosse et qui va forcément te battre. Alors que tu as les moyens financiers d'embaucher quelqu'un pour le faire à ta place, donc t'es juste un rat en fait. On a par exemple la Pro Trail Runner Association, que j'aime bien critiquer, puis c'est vrai que ça faisait longtemps, donc on va tirer une cartouche. Dans la Pro Trail Runner Association, alors je ne dis pas que c'est systématiquement débile, c'est quand même parfois très intéressant, mais souvent ce qui ressort, c'est que vous avez une complainte d'un groupuscule d'athlètes qui essaient de faire pression sur les autres en voulant défendre leurs droits. Mais c'est très bien, hein. Par exemple, la SNCF défend un peu ses droits de départ à la retraite qui sont un peu plus avantagés que dans certains autres métiers. Et en fait, l'État essaye de rogner dessus, et les autres métiers disent oui, mais regardez, vous avez des avantages, bande de salopards, c'est dur pour tout le monde, il faut se serrer la ceinture. Alors après, ce que vous comprenez pas, c'est qu'en fait, l'État prend la personne qui est la plus avantagée, il diminue son avantage, ensuite il passe à la personne qui est devenue plus avantagée que la personne d'avant parce qu'on a diminué ses avantages, il diminue ses avantages aussi, et en fait au fil des années, tout le monde voit ses avantages diminuer. Par exemple, aujourd'hui on parle de mettre des taxes sur les retraités qui touchent une retraite de 2000 à 2500 euros par mois. Les gens commencent à penser que c'est normal, parce que finalement les retraités, avec 2000 balles par mois, ils sont riches, etc., etc. Bon, je donnerai pas mon avis là-dessus, mais une fois qu'on a taxé les retraités qui ont, par exemple, plus de 2500 euros par mois de retraite, au bout d'un moment, on va venir taxer ceux qui ont plus de 2000 euros, puis ceux qui ont plus de 1500, etc., etc. Et on va rabaisser progressivement tout le monde
un espèce de salaire universel qui te permet de manger, boire, dormir, éventuellement louer une voiture pour aller au travail. Voilà. Je me suis un petit peu éloigné de mon sujet là. Alors attendez. Ah oui, la PTA. Oui, on les voit rarement nous parler des devoirs des athlètes. Ah, les devoirs. C'est chiant les devoirs. Et oui, quand vous avez des droits, vous avez des devoirs. On ne peut pas avoir de droits sans devoirs. Sinon, vous êtes des aristocrates. Donc voilà. Il faut faire tout ça pour dire qu'il faut faire attention parce que finalement l'utilisation de ces données n'est pas anodine. Donc dans l'interview, Joseph nous parlait d'énormément de choses, c'était vraiment très intéressant. Mais encore une fois, quand on voit des athlètes se plaindre de la charge mentale, alors là pour le coup, utiliser toutes les données comme le fait Joseph, niveau charge mentale dans la semaine, on est quand même pas mal. Donc est-ce que ça va convenir à tout le monde ? Je pense que dans un premier temps, non. Et puis une fois que le truc sera très professionnel, comme le cyclisme sur route, alors peut-être dans 20 ans, dans 40 ans, s'il n'y a pas eu de problème majeur avant sur la planète, et ben là, oui, effectivement, on n'aura plus que des robots, entre guillemets, qui vont traiter uniquement de la data. Mais encore, vous allez voir qu'il y a d'autres problèmes à ça. Donc, premier problème, c'est la contrainte imposée sur l'athlète par la surutilisation des data. C'est le premier problème. Il faut une personne malléable. Deuxièmement, c'est les incertitudes. Par exemple, cette année, on est tous d'accord pour dire que Ruth Croft, la deuxième dame de l'UTMB, réalise une course magnifique. Elle part relativement doucement, et c'est uniquement vers la mi-course, voire même un petit peu après, qu'elle se met à aller de plus en plus vite, et elle remonte même en doublant Marianne Hogan à une vitesse indécente, elle remonte à la deuxième place. Mais, regardez, vous avez l'effet inverse, vous avez Katie Scheid qui part extrêmement vite, à Saint-Gervais, elle est avec le groupe de tête, c'est-à-dire qu'à Saint-Gervais, vous voyez passer Jim, dans la foulée de Jim, il y a Katie Scheid, Vincent Bouillard, Germain Grangier, enfin tout le monde, Mathieu Blanchard, ok ? Donc Katie Scheid part, entre guillemets, au casse-pipe. D'ailleurs, quand Joseph Mestralet voit ça, il se dit, mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est foutue. Et finalement, les incertitudes, voilà, peut-être le mental, etc. Et Katie Scheid, finalement, craque un peu à la fin. Donc de Trian à Chamonix, Ruth Croft met 4 heures. C'est excellent. Et de Trian à Chamonix, Katie Scheid met 4h45. Vous vous rendez compte, elle a perdu 45 minutes dans les 30 derniers kilomètres. Mais elle avait tellement d'avance que, voilà, ça joue, elle gagne quand même. Donc méfiance, il y a quand même des incertitudes, et de toute façon, plus la distance sera longue, plus la distance se déroulera dans un milieu montagnard qui peut être exposé à la canicule, aux orages, aux intempéries, il peut pleuvoir pendant tout l'UTMB par exemple, un petit peu de neige, voilà, des températures froides, voilà, on peut avoir beaucoup de choses. Et on peut réduire les incertitudes, c'est d'ailleurs ce que dit Joseph dans l'interview, mais on peut pas les supprimer. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Même vous. Ça, c'est important. Regardez, c'est un conseil que vous pouvez garder. C'est-à-dire que vous entraînez très très bien, d'accord ? Vous faites tous les entraînements que vous aviez prévus et vous vous sentez plutôt en bonne forme. Donc là, vous arrivez, et ça c'est souvent mon cas, vous arrivez avec un mental gonflé à bloc en vous disant « Putain, j'ai tout réussi. Là, la course, je la prends, je l'encule. » Non. Non, il peut arriver des choses, il faut faire attention. Donc attention, parce qu'on va énormément réduire les incertitudes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne seront plus présentes. Troisième point important, ça va être cette contrainte au quotidien, c'est-à-dire que, donc je vous ai parlé de la charge mentale et de l'athlète qui doit épouser le processus sur mon premier point, mais il faut aussi qu'avant de se lancer là-dedans, il dimensionne sa journée de manière à pouvoir organiser son matériel pour sa sortie. Et en fait, il y a aussi ce problème que moi je vois, cas pratique, vous prévoyez des sorties dans la semaine, des entraînements, et en fait, avec la météo, vous vous retrouvez à remodeler finalement la semaine,
Donc l'analyse de la data doit recommencer, puisque vous allez devoir peut-être décaler certains tests. Ça nécessite vraiment d'avoir du temps pour faire les choses correctement. Donc ça pour l'instant, c'est une contrainte qui fait que ce que propose Joseph, voilà, par exemple, je ne vais pas souscrire à ces services pour le moment, puisque j'estime qu'il faut être 100% professionnel pour en tirer vraiment la quintessence. Et j'ai d'autres leviers à actionner en attendant, qui sont beaucoup plus simples, qui vont prendre beaucoup moins de temps, et qui ont donc une rentabilité meilleure. Là, je vous sors, vous l'aurez peut-être pendant le J-45, je vous tease un petit peu, je vous sors la carte Stéphane Brognard, d'accord ? Voilà, je vous ai sorti la carte Stéphane Brognard, c'est très sympa. L'impossibilité d'affiner le jour J, ou très peu. Donc on parlait des incertitudes, et bien justement, quand vous êtes dans la course, vous êtes lancé dans la course, et là, pas de bol, les problèmes arrivent. Vous savez pas pourquoi, ce jour-là, il y a un truc qui répond pas, c'est le ventre qui est brassé, la météo, c'était pas annoncé l'orage, il y a l'orage, et puis en fait, votre matériel de pluie, putain, vous avez merdé sur un truc et tout, vous êtes quand même un peu trempé, voilà. Les incertitudes du moment. Qu'est-ce que vous faites ? Parce que vous êtes parti, vous aviez appris par cœur vos temps de passage, vous aviez appris par cœur ce que vous deviez faire, et là, toute la machine qui était réglée comme du papier à musique, tout est décalé. Comment vous vous adaptez ? Et en fait, si vous n'avez pas travaillé cette adaptation en amont, c'est-à-dire, et c'est là où la carte Stéphane Brognard est intéressante, c'est-à-dire que, ok, j'ai mon plan, il est génial, il est bien ficelé, c'est le top des plans. Ok. Sauf que là, après 3 heures de course, le plan, complètement parti en sucette. Est-ce que c'est la panique et tu te diriges vers une baisse de la performance, voire un échec ? Ou est-ce que tu as des moyens de te raccrocher un peu aux branches et d'y arriver quand même ? Et là, bon, il y a peut-être aussi un travail à faire avec la data, c'est-à-dire se mettre dans des situations dangereuses, mais encore une fois, vous n'allez que réduire les incertitudes et vous n'allez pas totalement les gommer. Peut-être que le jour J, le stress en plus, votre athlète va paniquer et faire une connerie, quoi. Comme celui qui a échoué, mais ça, vous ne le saurez qu'en écoutant l'interview, bande de coquins. L'athlète reste maître à bord quand il est dans la course, c'est-à-dire que Joseph ne va pas en permanence être à côté de lui. Alors évidemment, il peut peut-être être sur des zones de ravitaillement. Je rappelle que sur une zone de ravitaillement, quand elle est autorisée à l'assistance, elle est aussi autorisée aux accompagnants qui peuvent marcher ou courir 500 mètres avec vous avant le ravitaillement et 500 mètres avec vous après le ravitaillement. Donc à l'UTMB, il y a 5 zones comme ça. Donc c'est les Contamines, c'est j'ai oublié, Courmayeur, Champais, Trian et Valorcine. Vous pouvez vous faire accompagner 500 mètres avant, 500 mètres après. Bon, les Contamines, peut-être ils ont fait une entourloupe à la règle parce qu'il y a quand même du monde, c'est un peu chiant, mais sinon vous avez le droit. Et à ce moment-là, on peut imaginer votre data scientist qui trottine à côté de vous, qui vous dit « Ah, attends, parce que là, il y a un truc, t'as été en retard, machin, c'est pourquoi ?» Tu donnes la raison, et puis il lui dit « Ah bah ok, bah du coup, tu modifies tel temps. C'est faisable, mais c'est quand même un peu compliqué. Il faut être hyper dans la réaction, puis encore une fois, ça nécessite que cette personne vous suive tout du long. Voilà, alors je crois que dans l'interview, Joseph nous parlait de sa collaboration avec son athlète un peu fétiche pour 2025. Je ne sais plus si on a donné les sommes. Non, parce que c'est quand même un peu personnel. On n'a pas donné combien ça coûte par mois. Mais voilà, ça s'adresse encore une fois à une certaine catégorie de la population. Donc aujourd'hui, on a une infime poignée de personnes qui souscrivent au service de Joseph. C'est quelques athlètes, comme il le dit dans l'interview. Et on a aujourd'hui, dans le trail, je pense, énormément de choses à faire. On est tous d'accord pour dire que, globalement, les gens qui sont à l'avant des courses de trail sont des monstres physiques. Ils ont des corps vraiment très athlétiques et musculairement, voilà, très costauds. Pour descendre vite de la flégère à la fin du TMB, faut être une bête.
Voilà, on a des monstres à l'avant de la course. D'accord ? Mais finalement, pour l'instant, on n'a pas encore de distinction réelle entre la petite poignée de professionnels et les autres. Et là, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas me sortir d'arguments contraires, puisque le vainqueur de l'UTMB, qui est la plus grande... la course d'ultra-distance, d'ultra-trail, la plus relevée au monde, eh bien, c'est un amateur qui a remporté l'épreuve devant certains professionnels. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, les professionnels de la discipline ne sont pas ceux qui gagnent à chaque fois. D'accord ? Le vainqueur des Templiers, c'est Thomas Cardin. Il est instituteur à mi-temps. Il n'est pas 100% professionnel. C'est-à-dire qu'il y a je sais plus comment ça fonctionne, 2 jours ou 2 jours et demi, j'y connais rien. Bref, il a du temps dans sa semaine qui est dédié à son travail et qui n'est pas dédié à sa pratique sportive. C'est-à-dire que pendant qu'il est debout une matinée dans la classe, il n'est pas allongé sur une table de massage. Vous voyez ? Alors évidemment, par rapport à celui qui est maçon, quand vous êtes institut à mi-temps, bon, il y a une différence, mais il y a encore de l'optimisation à aller chercher. Donc pour l'instant, en trail, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que vous commencez à avoir quelques athlètes professionnels, et encore, quand vous gagnez... imaginons qu'un sponsor mette 50 000 € sur la table pour votre année de trail. Bon, 50 000 €, quand c'est déclaré, déjà vous mettez l'URSSAF. Vous mettez l'URSSAF sur 50 000, ça fait 50 000 fois 0,247, ça c'est l'imposition en 2025. Déjà, il y a 12 350 €, ils sont pour l'URSSAF. Donc déjà, il vous reste 37 650 €, quoi. Sur ces 37 650 €, il y a 20% de TVA. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont pas sur la somme totale touchée ? Si. Je vous ai fait le calcul un peu à l'envers, mais bon, bref, vous payez l'URSSAF, vous payez la TVA, vous payez, parce que même une fois qu'on vous a pris 50%, il vous reste 25 000 €, donc vous êtes première tranche de l'impôt sur le revenu, c'est ça, c'est au-dessus de 27 000 pour la deuxième tranche, et du coup, vous lâchez encore un certain pourcentage du bordel, donc voilà, vous vivez in fine avec 1750 € net par mois, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Ce qui est un professionnalisme complètement ridicule par rapport au cyclisme, où une personne du World Tour en cyclisme va percevoir un salaire au-dessus des 3 000 € par mois. D'ailleurs, c'est une règle, donc on peut peut-être le trouver sur Google. Salaire minimum UCI World Tour. Alors, en 2024, il sera de 55 700 € brut, soit 4 600 € mensuels. Le calcul est pas bon là, Kevin. Ah oui, parce que c'est un salaire. Alors que l'athlète de trail n'est pas salarié, il touche il est auto-entrepreneur. Ce qui fait que c'est pas du tout la même rémunération. Et ça, c'est pour un néo-pro, et donc tous les autres qui ont plus d'1 an de carrière, c'est 69 000 € brut, soit 5 700 € brut mensuel. Donc voilà, la différence entre le brut et le net, c'est 22-23%. Donc vous faites 5 750 fois 0,23. Vous perdez 1300. Ah oui, il vous reste quand même 4004. Ouais. Voilà. Donc c'est pas le trail. Voilà, je sais pas si certains voulaient en faire leur vocation, peut-être à l'énonciation de ces chiffres, on va réfléchir. Et donc, pour l'instant, vous avez une toute petite population de trailers qui est professionnelle, enfin vraiment c'est ridicule, c'est anecdotique, et vous avez un vainqueur de l'UTMB qui lui est ingénieur à temps plein, qui plus est aux USA alors qu'il vit en France. Du coup, ça sous-entend des réunions de travail qui sont décalées, qui se déroulent au début de la nuit, donc un sommeil approximatif. Ça, vous avez quelqu'un qui fait le top 10 alors qu'il est boulanger. Il prend la 3e place du Lavaredo en 12h16 alors que c'est un boulanger. Je l'ai interviewé
sur sur ma chronique du lundi, hein, je l'avais interviewé justement après le Lavaredo, il dort 5 heures par nuit. Quand certains nous expliquent que voilà, c'est absolument 8 heures, machin, tout, on a un boulanger qui remporte la VVX 110 km en 9 heures et quelques, qui fait 3ème du Lavaredo, qui fait un top 10 à l'UTMB, qui remporte l'Endurance Trail des Templiers, et qui dort 5 heures par nuit. Il a une femme, des enfants, voilà. Il y a une certaine occupation le reste de la journée. Pourquoi aujourd'hui les athlètes professionnels se font battre par un boulanger ? Et on en revient à la contrainte en fait. Est-ce que nos athlètes professionnels valident un peu les contraintes qui font que ça pourrait les amener à progresser dans leur sport ? Ou est-ce qu'ils se reposent pour l'instant sur le professionnalisme lié à une certaine caste de trailers qui ont un coup de chance par rapport à certains résultats à un moment donné de l'année ? Donc il y a cette ambivalence qui fait que pour le moment le fait d'être data scientist machin, ça va avoir du mal à toucher une large population même à l'avant des trails parce que les gens n'y sont pas prêts d'un point de vue du travail en fait. Pour l'instant, l'acceptation de la contrainte n'est pas assez démocratisée. Pour l'instant, c'est un petit peu happy flower. Là, on en voit qui sont occupés à faire du ski, alors que dans 2 mois, ils ont une compétition. C'est étrange. C'est étrange. Voilà, pour l'instant, on est plutôt dans la luxure, dans le plaisir, dans le fait de profiter. La notion de sacrifice est quand même pas très présente pour le moment. Oui, prenez l'exemple d'un nageur. Niveau plaisir, on est c'est pas pareil. Niveau contrainte, oui, là on y est là on y est. Le nageur encaisse la contrainte. Quand vous avez Philippe Lucas qui vous jette des cailloux alors que vous êtes en train de nager, il y a la contrainte. Elle est féroce. Voilà, vous prenez un Bendyman, eh bien, il ne peut pas s'empêcher de faire du coaching. Donc, quand il est sur son ordinateur en train de faire du coaching, eh bien, il n'est pas en train de faire une activité qui va l'aider à récupérer. Il ne fait pas du sauna infrarouge. Il n'est pas chez un kiné en train de vérifier qu'il n'y a pas de blessures, de bobos, de trucs qui traînent, etc., etc. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, en ce moment, il performe et tout. Oui, mais il pourrait peut-être faire mieux. Qu'est-ce qui te dit que dans 2 ans, il est encore là ? Qu'est-ce qui te dit qu'il performe ? Voilà, aujourd'hui, on a Camille Bruyat qui doit se sortir d'une mauvaise passe. Alors elle y arrivera sans doute, mais il y a quelques mois sans compétition, c'est quand même un peu dommage. Puis une fois qu'elle aura réglé le problème qui doit la concerner, elle repartira de plus belle, parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil, c'est quelqu'un de très fort, mais les aléas de la vie font que on peut pas être à 100% tout le temps. Puis on a plein d'autres exemples, hein. Je dis ça parce que je suis un peu son actualité, mais il y a beaucoup de gens que je ne suis pas forcément, donc je n'ai pas non plus toutes les billes. Et bien voilà, écoutez, pour la propagation de la bonne parole de notre ami Joseph Mestralev, voilà un petit peu les limitations que je vois dans son discours, même si sa méthode, bien entendu, j'étais comme un gosse quand je l'ai interviewé, je trouvais ça excellent, passionnant, ouais, bien sûr, l'envie d'essayer, évidemment, mais pas tout de suite, parce que à mon avis ça demande un engagement vraiment complet, et on pourra y revenir, parce que je suis le premier touché, c'est ça aussi l'engagement complet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pourrais choisir de diminuer mes activités afin d'augmenter le curseur dans le sport. À la place de ça, je préfère quand même continuer à travailler un peu plus que ce que j'ai besoin, on va dire, pour emmagasiner de l'argent, c'est le but d'un travail quand même de base, même s'il me plaît. Donc effectivement, ça vaut pour moi en fait. Quelque part, je suis aussi quelqu'un qui n'ose pas passer le cap au-dessus, alors qu'il le pourrait. Donc c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, attendez, Mathieu Delpeux, c'était dans une vidéo sur son podcast Le Trail qu'on aime, je me souviens plus. Il faisait du coup le lien avec, pour lui, et vu la qualité de ses vidéos, je suis complètement d'accord, ça doit lui prendre énormément de temps. Je vois un
peu comment il doit gérer le truc, donc ça représente pas mal de temps dans la semaine. Donc il se posait un peu la question, il en discutait en tout cas, de dire bah voilà, c'est-à-dire que ok, il y a le sport, la tendance vers un certain professionnalisme, mais d'un autre côté il y a cette espèce de création de contenu pour nous partager justement, et c'est un petit peu le seul à faire ça quand même, hein, pour nous partager un peu sa progression. Il est jeune, donc il y va pas à pas dans ce professionnalisme. Et en plus, quand on est jeune, c'est souvent là où on a les premières embûches. Donc il les a subies, espérons qu'il y en ait moins à l'avenir. Et justement, il en parle, voilà, qu'est-ce que je fais ? Je diminue un peu la qualité et le rythme des vidéos YouTube pour plus m'entraîner, ou je m'entraîne un peu moins pour augmenter cette production de vidéos YouTube qui me fait obtenir un nombre de followers élevé et derrière plus de contrats, etc. Et il faut jouer avec ces deux paramètres. Et en fait, là où aussi ce qui est intéressant, c'est quand on cycle une saison de trail, parce qu'on est sur un sport un peu traumatisant, donc à un moment donné il faut se calmer, il faut en faire un peu moins. Et ben peut-être à ce moment-là il peut produire un peu plus de contenu pour faire un peu plus de sport après, mais on peut toujours discuter, est-ce que pendant ce temps-là il aurait pas fallu mieux en plus Mathieu, je sais qu'il aime la pêche, est-ce qu'il aurait pas fallu mieux aller pêcher et penser à rien pendant 6 heures ? Voilà, on n'a pas la réponse. En tout cas le questionnement est intéressant. Donc voilà, comme quoi rajouter par-dessus une surutilisation de data, putain, pour l'instant t'as l'impression que t'es à table en train de bouffer un repas de famille, on te ramène des trucs, alors c'est très très bon, hein, bien sûr, t'as envie de les goûter et tout, mais t'en peux plus, quoi, tu vas exploser, quoi. Donc voilà un petit peu, à mon sens, la limitation du discours au moment présent où je vous parle de notre ami Joseph, mais encore une fois, très intéressant, et je vous invite à toutes et tous aller l'écouter. En plus, comme vous allez être obligé de payer pour ça, bah ça m'arrange. Donc, donc n'hésitez pas à y aller. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Ce sera le 351e, mais ça on s'en fiche un peu. Ce sera surtout le J-45. Ça y est, le Chianti est dans le viseur. Vous êtes tous en train de dormir et de rien branler pendant l'hiver. Si, je vous vois. Enfin, je vois justement l'absence de vos publications sur Strava. C'est une honte. Je vais vous réveiller parce que là, ça y est, on y arrive. Face à moi, enfin bon, ils seront devant, à part s'il y a un énorme problème. Vincent Bouillard, Kylian Jornet et autres, parce qu'il y en a d'autres de très bonne qualité. Donc ça va être intéressant. Salut. Au revoir les gueux, c'était le Divan Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au Duc tu feras.